nous accueillons aujourd'hui François-Xavier Mellon, que beaucoup connaissent, qui est le directeur des médias radio au Conseil supérieur de l'audiovisuel. D'abord, je vais lui donner un petit micro. Voilà. On va faire un premier échange aujourd'hui sur la situation du média radio. D'abord, peut-être un mot sur ce qu'est la DMR, la direction des médias radio. Alors, vous êtes un agent, vous n'êtes pas un conseiller du CSA, vous n'êtes pas un sage, même si vous l'êtes certainement. Et vous dirigez tous les services et tous les agents qui travaillent techniquement sur l'ensemble du média radio, que ce soit les attributions de fréquences, les contrôles de diffusion et puis le conseil aux radios, parce que c'est de plus en plus la mission aussi du régulateur. C'est pas seulement d'être le gendarme, mais aussi d'être aux côtés des opérateurs et de les aider au quotidien également. Alors peut-être un mot sur la direction du média radio. Qu'est-ce que c'est la DMR ? D'abord, bonjour à tous. L'ADMR, Direction des médias radio au CSA, c'est une direction qui a été conçue comme étant un guichet assez identifié pour l'ensemble du secteur, traitant de la majeure partie des questions de radio au sein du Conseil. Donc c'est une direction qui a été créée il y a 4 ans, qui comprend une quarantaine de personnes. 3 départements la composent et en fait on est subdivisé finalement. Notre organisation suit complètement le fonctionnement du secteur de la radio et de nos procédures. On a un premier département qui est un département de planification des fréquences en DAB+, et en FM, donc un département de gestion du spectre, des ingénieurs qui s'évertuent à trouver des solutions pour qu'on puisse toujours créer davantage de fréquences en FM et puis pour déployer le DAB+ aujourd'hui. Donc ça, c'est une mission essentielle. Il façonne la matière première, les fréquences. Et vous, opérateurs de radio, vous savez combien c'est difficile d'obtenir des fréquences. Et donc, c'est un département qui a une pression sympathique mais attentive de l'ensemble du secteur pour toujours trouver davantage de fréquences et faire en sorte que ça marche. Parce que tout ça paraît simple, mais quand on densifie le spectre, comme on l'a fait beaucoup en FM ces dernières années, il faut s'assurer que derrière, ce soit exploitable et que ça fonctionne pour que les auditeurs puissent écouter la radio dans de bonnes conditions. Ça, c'est le premier département. Le deuxième département, qui est un interlocuteur très, très clair pour les radios et très quotidien, c'est le département autorisation. Là encore, une dizaine d'agents. C'est le département qui organise les appels aux candidatures en lien avec les comités. Nous y reviendrons. Donc, qui organise ces procédures d'appel aux candidatures, donc la mise en concurrence, les conventionnements. Chaque radio a une convention avec le CSA qui définit ses obligations. Et puis, au-delà de cet appel aux candidatures, ou de ces appels aux candidatures qui sont des moments importants puisqu'ils conditionnent l'accès à la ressource hertzienne, c'est un département qui suit la vie des radios. Donc les autorisations en FM sont délivrées pour une durée de 5 ans renouvelable 2 fois. Donc on part dans des cycles de 15 ans. Et pendant ce cycle de 15 ans, il se passe beaucoup de choses. Il y a des évolutions de programmes, des évolutions de capital, etc. Donc c'est un département qui suit la vie complète des radios, avec une clé de répartition, puisque ce département suit certaines radios, et les CTA, qui sont vos interlocuteurs du quotidien et locaux, il y a une clé de répartition de compétences entre les deux. Troisième département au sein de l'ADMR, un département veille et suivi des programmes, 5 personnes environ. Et là, c'est un département qui s'occupe des contenus. Alors, une fois qu'on a trouvé les fréquences, qu'on les a attribuées, eh bien, les radios diffusent et puis on contrôle un petit peu. Notamment les quotas. Notamment les quotas. Donc c'est au sein de ce département que les quotas de chansons sont surveillés. Avec l'aide d'un prestataire extérieur, la société Yakas, qui fait de la reconnaissance automatique de contenu, qui nous envoie des données brutes et derrière, nous les traitons et nous avons les fameux résultats sur les quotas qui font tant parler. Alors peut-être d'abord quelques mots d'actualité sur notamment la réforme. Le CSA a donné son avis récemment sur la réforme audiovisuelle qui doit être présentée demain au Conseil des ministres.
Il y a eu quelques déceptions, notamment de la part du Média Radio, qui est très peu mentionné. Peut-être une petite synthèse de ce que le CSA a dit, ce que le CSA a donné son avis sur cette réforme qui sera présentée demain au Conseil des ministres et sera débattue au début de l'année 2020 et qui va notamment pas mal chambouler le secteur avec la création d'un nouveau régulateur qui fusionnera le CSA et Hadopi pour créer l'ARCOM. Donc le CSA, ce sera a priori en 2020 la dernière année que ce terme existera. Pour ceux qui rêvaient de la suppression du CSA, c'est une bonne nouvelle, mais le CSA... Donc on dira ARCOM. On dira ARCOM, donc nous resterons avec des compétences nouvelles et étendues. Peut-être sur ce point, trop souvent l'attention des observateurs se focalise sur des enjeux propres à la télévision et ça a quelquefois tendance à occulter des questions sur l'avenir des autres médias. C'est en ça où je trouve que le Radio Tour, le Salon de la radio, tout ce que vous faites qui concourt à faire vivre le débat sur la radio est quelque chose d'important parce que ça rappelle à tout le monde qu'il y a des enjeux propres à la radio et des enjeux forts. Et qu'il ne faut pas considérer ce média comme un petit média qui est dans son coin et qui vit avec ses propres règles. Donc il y a besoin d'y avoir cette réflexion. Et en tout cas, le CSA, dans sa régulation, souhaite vraiment apporter la même attention à l'ensemble des acteurs. Ça me conduit à venir à cette question du projet de loi. Alors on a pu lire, oui, le projet de loi, la radio est oubliée. Alors elle est actuellement dans cette première partie du premier jet de loi, celui qui passera en Conseil des ministres, c'est vrai qu'elle n'occupe pas une place importante, mais le CSA a souhaité que les enjeux propres à la radio soient traités également dans ce projet de loi, et c'est pour ça qu'il a apporté plusieurs propositions dans son projet d'avis qu'il a adopté le 8 novembre dernier, pour justement venir enrichir le projet de loi et avoir quelques dispositions relatives à la radio. Alors peut-être la première chose sur laquelle le CSA souhaitait faire des observations, c'est un article qui est dans le projet de loi justement initial qui parle des obligations d'intégration dans les récepteurs DAB+. C'est important que nos concitoyens puissent s'équiper en DAB+. C'est une des clés du succès de cette opération. Les radios vont investir, les diffuseurs vont investir, tout le monde va investir pour la diffusion. Il faut que la réception puisse suivre. Et donc il y a aujourd'hui des règles assez précises dans la loi qui imposent des obligations d'intégration des puces DAB+ dans les récepteurs. Ces obligations ont démarré depuis le constat par le CSA en décembre 2017 du dépassement de 20% de couverture. Le projet de loi prévoit peut-être un léger décalage dans le temps sur la généralisation des puces DAB+, notamment pour les autoradios. Aujourd'hui, ça devrait être juillet. Le projet de loi, dans le cadre d'une transposition d'une directive européenne, propose de fixer ça à décembre 2020. Le Conseil, dans son avis, préconise de s'en tenir aux dates actuellement prévues parce que ça nous semble vraiment être une clé de succès. Donc on verra si notre avis est entendu. Et puis, le CSA apporte un deuxième élément. Il souhaite qu'à terme, l'ensemble des gammes de radio, parce qu'on n'écoute pas la radio que dans un autoradio, on l'écoute sur plein de types de récepteurs. Aujourd'hui, un foyer a à peu près 10 récepteurs qui permettent de recevoir la radio. Donc, c'est important de pouvoir recevoir le DAB+ sur l'ensemble des récepteurs. Donc, en tout cas, le CSA souhaite également que l'ensemble des gammes de récepteurs, y compris les entrées de gamme, bénéficient de cette puce DAB à terme. Ça, c'est le premier élément de son avis, c'est redonner un peu plus de clarté et de volontarisme dans les récepteurs. Le deuxième point de l'avis du CSA sur le projet de loi concerne la nécessité d'adapter et de moderniser le cadre juridique de la radio dans un contexte de développement des plateformes numériques. Le Conseil, dans son avis, relève notamment que, contrairement aux radios, les plateformes de musique à la demande ne sont assujetties à aucune obligation en matière d'exposition de la chanson francophone. Et donc, il souhaite que ces plateformes qui offrent une concurrence de plus en plus forte aux radios musicales aient un cadre également pour concourir à l'exposition et à la promotion de la chanson française. Le Conseil estime, je cite, qu'il est légitime que les pouvoirs publics mettent en place des outils permettant de mesurer l'exposition et la consommation des contenus francophones sur ces plateformes. Première étape, savoir ce qui
qui est diffusé sur ces plateformes, ce qui est disponible et ce qui est écouté, pour éventuellement apporter des éléments d'enrichissement. Donc ça, c'est un point qui figure formellement dans l'avis du CSA. Et on sait que d'autres acteurs, notamment du monde de la radio, mais pas uniquement, soutiennent cette initiative. Ouais, le CIRTI, le syndicat des radios indépendantes, a récemment fait une communication dessus où, d'ailleurs, ils nous ont expliqué comment concrètement, parce qu'on a posé la question, comment concrètement on peut contrôler une plateforme à la demande, et eux, ce qu'ils suggèrent, c'est que les plateformes de streaming du type Deezer ou Spotify qui diffusent à un moment des playlists, qui aient une obligation de diffuser un certain quota de chansons françaises sur les playlists automatiques de diffusion, qu'on appelle par exemple sur Deezer Flow, ou derrière, qui est automatiquement de la chanson française proposée par l'algorithme, en fait. Voilà ce qui est proposé. Voilà, sur ces plateformes, il y a plusieurs types de playlists. Il y a les playlists composées par l'utilisateur. Je pense que la réglementation n'a pas à intervenir sur les playlists composées par l'utilisateur. Il y a les playlists algorithmiques, voilà, qui sont liées à votre consommation et qui vous font des propositions. Et puis, il y a les playlists préconstituées qui sont vraiment des viviers importants et qui sont très consommés. Et les réflexions portent notamment sur ces playlists préconstituées par les plateformes que sont Spotify ou Deezer, et il y en a d'autres. Il y a un dernier point sur les quotas en radio, c'est qu'actuellement, il y a une mission dite Mission Flash qui a été menée au nom de la Commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale sur la question des quotas, et nous avons été auditionnés comme un grand nombre d'acteurs de la radio et de l'industrie musicale, et nous attendons avec impatience, mais ça devrait venir assez rapidement, les conclusions de cette mission flash qui doit dresser un état des lieux et éventuellement faire des propositions dont je ne connais rien sur le fond aujourd'hui. Mais il y a un sujet sur la place de la musique et sur les plateformes et sur les radios qui est actuellement en débat, et c'est finalement plutôt sain qu'on puisse débattre de cette question qui est essentielle pour nombre de radios. Le dernier point sur le projet d'avis du CSA sur la loi, sont des dispositions plus techniques que nous souhaitons voir introduites dans ce projet de loi, qui concernent des simplifications administratives notamment, simplifier notamment des procédures d'appel aux candidatures en DAB+, alors pas à très court terme, continueront à mettre en concurrence les fréquences en DAB+, mais sur des multiplexes qui sont déjà constitués et qui peuvent s'étendre avec une composition strictement identique. On souhaite éviter de lancer systématiquement des appels aux candidatures parce que c'est quelquefois un peu lourd eu égard aux enjeux, notamment en termes d'égalité de traitement, puisque les contraintes techniques font que sur ce type d'appel aux candidatures ou d'attribution de fréquences, quand les multiplexes locaux se déploieront, il n'y a pas réellement de mise en concurrence parce qu'il n'y a pas de choix. C'est les 13 radios d'un multiplex doivent se déployer. Donc on souhaite des simplifications administratives. Et puis on souhaite également que l'on puisse clarifier notre stratégie de gestion du spectre FM, parce que ça fait des années que nous densifions la bande FM. C'est pas un secret, en tout cas nul ne l'ignore. C'est un travail qui a un rendement décroissant. Il y a des endroits où le spectre est totalement saturé, et on souhaiterait que la loi puisse prendre mieux en compte cette dimension que la bande FM est aujourd'hui assez largement utilisée, notamment dans des zones très denses en population, et qu'on puisse réemployer des moyens soit sur des zones moins denses en FM, mais essentiellement pour le DAB+. Or, la loi, on a besoin d'un petit coup de pouce de la loi de ce point de vue. Ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir des aménagements de fréquences, notamment sur des doublons qui peuvent exister. C'est-à-dire qu'une espèce de nuit bleue qu'on pourrait imaginer là-dessus, ce sera encore faisable ? Non, c'est pas... nuit bleue, je ne sais pas si ça dit à tout le monde. Nuit bleue, c'est des nuits où on fait on arrête coup de balai et on arrête les redémarre. fréquences et on en démarre des nouvelles. Mais ça, je pense que le grand soir, c'est plus d'actualité sur la FM. Aujourd'hui, on a un paysage mature. Il ne s'agit pas de le déstabiliser, mais plutôt de continuer à l'enrichir. Alors sur la FM à la marge, ce qu'on souhaite pouvoir faire, c'est
entre guillemets, ne pas avoir à chercher des fréquences là où on sait qu'il y en a plus depuis belle lurette. Voilà, et aujourd'hui, on dispose pas de moyens juridiques très, très clairs là-dessus. On souhaite que la loi nous facilite la tâche sur cette stratégie de gestion de la bande FM. Alors justement, c'est l'occasion d'en parler. Où en est-on aujourd'hui sur ces appels, sur la FM, sur le DAB+? Comment vous travaillez aujourd'hui à la direction des médias radio en lien avec les conseillers du CSA et évidemment les CTA, notamment celui de Toulouse ici dans la région, avec Antoine Tabar, le secrétaire général qui est présent, qui s'exprimera tout à l'heure pour nous parler du paysage. Aujourd'hui, on en est où justement sur cette disponibilité en bande FM, sur le DAB+? Est-ce que vous pouvez nous faire un point global? Alors, sur la bande FM, pour commencer, on se trouve, donc je salue le CTA et sa présidente et Antoine, parce qu'on se trouve à Toulouse aujourd'hui qui a une actualité, je dirais, XXL en matière d'appel aux candidatures, que ce soit en FM ou en DAB+. Alors en FM, on a mené une première procédure, elle est assez emblématique de ce qu'on fait aujourd'hui en FM, une première procédure il y a maintenant 2 ans, sur l'ancienne région Midi-Pyrénées, donc avec dans une logique de développer un peu, de rechercher quelques nouvelles fréquences. On ne peut pas le faire partout et on doit le faire de manière assez sélective. On avait décidé de le faire en région Midi-Pyrénées. Ça a permis de trouver des nouvelles fréquences à Toulouse, à Tarbes, à Auch et à Montauban, et on a eu un grand nombre de dossiers de candidature. Aujourd'hui, on a un appel en cours, on a le pendant en Languedoc-Roussillon. Donc c'est un appel qui a été lancé au printemps, qui a été complété juste avant l'été parce que nous avons eu des restitutions de fréquences. Je pense que tout le monde dans cette salle est à peu près au courant des opérations. Il y a au total près de 70 fréquences, 66 exactement, 25 nouvelles fréquences. Ce sont celles qui attirent le plus les regards naturellement. Ces fréquences doivent être attribuées prochainement. Bon, donc c'est une procédure qui est en cours d'instruction, hein. Donc les appels aux candidatures, il y a bien l'instruction devant les CTA. Et là, nous sommes dans cette phase d'instruction par le CTA de cet appel aux candidatures, qui regarde chaque dossier, qui rendra un avis au Conseil, puisque la loi prévoit un avis du CTA qui a instruit et reçu les dossiers. Et ensuite, c'est le CSA qui décide au bout, il peut aller à l'encontre du CTA. Oui, alors très généralement, c'est... Rarement. Rarement. Voilà, ça peut arriver qu'on ait des divergences d'appréciation sur tel ou tel point, mais d'abord, c'est très à la marge, c'est toujours discuté. Il n'y a pas d'opposition, je dirais, entre... Il y a une complémentarité de points de vue. Et très, très largement, les avis sont suivis. Très largement, dans la plupart des cas. Après... c'est la manière de pondérer des enjeux locaux et des enjeux nationaux qui peuvent quelquefois nous conduire à avoir des appréciations légèrement différentes, mais je le redis, c'est très, très, très rare. Donc il s'agit d'une procédure en cours sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Donc par nature, on ne commande pas les procédures en cours et on ne donne aucune orientation. Peut-être... Il y a eu beaucoup de dossiers, alors, je ne sais pas, peut-être qu'on pourra avoir des chiffres. Il y a beaucoup de dossiers. Combien à peu près ? Environ 80. D'accord. 80, environ. Par fréquence ? Non, pas par fréquence, en tout. Alors, sachant qu'un dossier à une candidature peut être candidat de 1 à 66 fréquences. On imagine que sur Montpellier, il y en a plus que dans des plus petites communes. Un petit peu plus. Voilà. Mais quelquefois, on a des surprises, parce que on regardait les statistiques, je fais une petite digression, mais l'année dernière, les zones sur lesquelles on a eu le plus de demandes sont pas les plus grandes zones, c'est Saint-Tropez hier. C'était un appel en PACA. On peut imaginer pourquoi. Oh, oui, mais il n'y a que 6000 habitants à Saint-Tropez. Hein. Ouais, il y en a un peu plus l'été. Il y en a plus l'été. Mais voilà, c'était pas ni Nice, ni Marseille qui avait recueilli le plus grand nombre de dossiers. Bon, là, j'ai pas le détail zone par zone, mais il y a à peu près, je pense, 80 demandes. Et puis, de toute façon, le suspense sur les candidats sera assez rapidement levé, puisque c'est la première étape de procédure. On publiera prochainement la recevabilité et on saura qui est candidat. Justement, là-dessus, sur les dernières années, est-ce que vous sentez qu'il y a plus de contestations, plus de contestations procéduriales derrière que vous recevez? Est-ce que c'est quelque chose qui est en hausse? On a vu sur certains secteurs qu'on saisit facilement le Conseil d'État. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble plus courant aujourd'hui? Oui. Vous êtes un observateur avisé et bien informé, donc oui, on a une tendance à avoir un contentieux important.
ça s'explique assez facilement. On est, comme je disais, on est en train d'accorder les autorisations sur les dernières fréquences. Donc c'est les dernières fréquences, elles peuvent susciter un peu plus de tension. Une tension importante. Voilà. Et puis on est dans un monde très concurrentiel, très fraternel, très confraternel à certains égards, et d'un autre point de vue, très concurrentiel. Et ça peut se traduire par du contentieux. Bon, il ne faut pas non plus en exagérer ni la quantité ni la portée. Il y en a toujours eu. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une petite tendance. Il y a des petites poussées de fièvre de temps en temps. Voilà, c'est éruptif. Et puis ça redescend. Voilà. On a eu aussi toute une série de procédures qui n'ont pas été contentieuses, qui n'ont pas été au bout. Donc voilà. 2 mots quand même pour finir sur la procédure d'appel aux candidatures en cours en Languedoc-Roussillon. Dans l'ex-Languedoc-Roussillon, les sélections, puisque c'est la phase la plus importante, une fois recueilli l'avis du CTA, seront connues au cours du premier trimestre 2020. Voilà. Il y a encore quelques... Au début ou à la fin du premier trimestre 2020 ? Je pense que certains sont venus juste pour avoir cette date. Au milieu. Donc février. Je suis normand. Non, faut prendre le temps de faire les choses correctement. Donc, si ça doit être avant février, le 31 mars, alors. Si ça doit être février, ce sera février. Avant le 31 mars. Oui, normalement, on devrait y arriver. On espère. Alors, il y a le DAB+, où là, il y a un peu plus de disponibilité. Et là aussi, grosse actualité, puisque à Toulouse, on attend le lancement officiel du DAB+. Exactement. C'est un événement majeur pour Toulouse et pour le DAB+. C'est un événement. Chaque événement local en DAB+, a quand même un retentissement sur le national, parce qu'aujourd'hui, on a un stade de déploiement du DAB+, qui fait que quand on rajoute une ville comme Toulouse, ce qu'on va faire bientôt, ou comme Bordeaux, ça fait monter assez largement les compteurs de la couverture. Donc, aboutissement d'un long processus, puisque le processus sur Toulouse a démarré en 2018. Plusieurs étapes vraiment importantes ont été franchies, puisqu'on a délivré les autorisations aux radios, aux services en octobre, le 9 octobre. Là, on est au cœur d'une petite procédure. Alors, c'est un peu technique, une procédure charnière, mais très sensible, parce que si cette procédure capote, tout repart à zéro, donc il faut vraiment que ça se passe bien. Donc c'est la procédure de désignation des opérateurs de multiplex. On a jusqu'au 9 décembre pour recevoir tous les courriers de toutes les radios qui désignent conjointement l'opérateur de multiplex pour l'étendue et pour les 2 locaux à Toulouse. Nous avons reçu la quasi-totalité des courriers. Tout le monde a envoyé, c'est bon ? Tout le monde a envoyé. Quasiment tout le monde. Ah mince. Donc s'il y a des retardataires, ne vous inquiétez pas. Alors il faut envoyer par la poste, on peut pas vous donner directement comme ça le dossier que vous remontez à Paris, non ? Non. Il faut le doubler d'un courrier, ce sera peut-être mieux. Non, mais en tout cas, plus sérieusement, toutes les équipes CTA, DMR suivent ça de très très près. On n'a aucune raison de douter du fait que tout sera fait en temps et en heure. On veille à ce que ce soit bien accompli selon les règles de l'art. Aujourd'hui, on a un grand nombre de courriers. On pense que tout va bien se passer. Il nous en manque encore quelques-uns. Il nous reste quelques jours pour obtenir tout ça. Mais on n'a pas d'inquiétude sur... voilà, il y a quelques petits courriers qui doivent arriver, mais on n'a pas d'inquiétude. Donc ça, une fois qu'on a fait ça... en route, la balle passe dans le camp des opérateurs de multiplex et des radios, parce qu'il faut bien comprendre que ce sont des procédures longues. Une fois que les opérateurs de multiplex auront été désignés, ils devront faire leur appel d'offres auprès des diffuseurs, c'est-à-dire décider s'ils font plutôt de l'autodiffusion ou s'ils passent par un prestataire extérieur. Et puis une fois qu'ils ont mis tous ces systèmes de diffusion en concurrence, ils ont choisi ça, et puis on passe à la phase où il faut monter les sites, les adapter. Tout ça prend du temps. Et on en reparlera tout à l'heure à 14h45. Exactement. Puisqu'il y aura une table ronde où vous participerez sur réussir le lancement du DAB+, en Occitanie, et on détaillera un peu plus avec les uns et les autres. Exactement. Et puis, dernière actualité sur le DAB+, en région Occitanie. Quand je disais que l'actualité était XXL, il y a un appel en cours qui a été lancé cet été, qui porte sur des zones complémentaires Montpellier, Perpignan et Nîmes, à chaque fois un multiplex étendu, un multiplex local. Et là, on en est au début de la procédure. Là aussi, je vais donner un nombre de dossiers, mais ça concerne de nombreux CTA. On a reçu plus de 200 dossiers. Alors, les 200 ne sont pas candidats sur la région Occitanie. Qui disaient que le DAB+ ne marchait pas. Voilà,
Certains y croient. En tout cas, ça suscite des candidatures. Et donc, nous espérons pouvoir faire connaître les sélections des radios sur cet appel aux candidatures plutôt au deuxième trimestre 2020. Avant l'été. Avant l'été, plutôt avril ou mai, si tout va bien. Et donc, vous l'aurez compris, on a une actualité vraiment très chargée dans la région. Et donc, le Radio Tour à Toulouse arrive à point nommé. Peut-être un dernier mot avant de donner la parole à Antoine Tabar, le secrétaire général du CTA de Toulouse. Un mot peut-être de l'appel métropolitain qui concerne, qui lui est parallèle à tout ce qu'on a dit, 15 grandes agglomérations qui vont avoir des programmes nationaux en DAB+. On en est où ? Est-ce qu'on a une date de démarrage ? Et est-ce que l'appel métropolitain, puisqu'il faut rappeler qu'il va y avoir à Toulouse le démarrage des appels locaux et l'appel national, et donc il va y avoir 2 démarrages quasi au même moment en 2020, on va dire. Légèrement décalé. Légèrement décalé. Mais est-ce que vous avez déjà un peu des dates là-dessus ? Alors, sur les appels métropolitains, les 2 multiplex ne sont pas complets, puisqu'il y a 12 radios dans chacun des multiplex. La vraie satisfaction, c'est qu'on a à peu près l'ensemble des acteurs, services publics au complet, les acteurs historiques et quelques nouveaux entrants. Dont un qui est originaire de Toulouse, Erzen, qui est édité par Media Meeting. Exactement. Donc il y a un panel de radios qui compose à la fois des valeurs sûres et bien connues de tous, mais aussi des nouveautés qui devraient rendre cette offre attractive. Aujourd'hui, on travaille à l'élaboration de la première phase de déploiement, puisque ces radios devront couvrir 80% du territoire, pour faire simple à terme, et au démarrage, elles doivent en couvrir 20. Donc, on travaille sur le schéma Paris, Lyon, Marseille. Ça, ce sont les 3 grandes villes structurantes. Et comme c'est un réseau créé pour de la mobilité, les axes de communication qui vont entre Paris, Lyon et Marseille et qui permettront d'avoir une écoute en continu, en mobilité. C'est une des promesses fortes du DAB+, sur cet appel métropolitain pour les automobilistes. L'objectif de démarrage avant la fin 2020, il y a de nombreuses étapes à prévoir. Et il y en a une notamment qui est un tout petit peu compliquée, qui est le fait qu'il y a un des 2 multiplex qui est un multiplex avec un opérateur public qui est soumis à des règles de marché un peu plus, on va dire, un peu plus lourdes. Radio France, oui. Et donc, ça prend un petit peu de temps puisqu'il doit constituer un marché public pour pouvoir passer ses diffusions. Donc, ça prendra un petit peu de temps, le temps nécessaire à être bien constitué. Et on travaille à une mise on air de ces multiplex à l'automne. Disons qu'un schéma qui serait parfait, ce serait que ça tombe, puisque c'est de la radio en mobilité, à peu près au moment du mondial de l'auto à Paris. Tout ça serait formidable, mais voilà, il y a encore beaucoup de travail à accomplir sur la constitution des multiplex, sur la communication, etc. C'est un travail de longue haleine. Tout le monde est déterminé et je ne doute pas qu'on y arrivera. Voilà, donc ce multiplex métropolitain, 2e semestre 2020. Et à la fin de l'année 2020, le DAB+ aura une cartographie vraiment beaucoup plus dense sur notre territoire. Et d'ailleurs, on voit un frémissement des opérateurs, enfin des radios purement DAB+, qu'à Paris, quand on regarde la dernière 126 000 Île-de-France, on a des opérateurs comme Crooner, qui a été un pionnier en DAB+, qui fait 0,3 points. Aujourd'hui, donc on voit peut-être un frémissement autour de l'audience du DAB+, qui va donner confiance peut-être sur les autres villes qui sont en train de s'y préparer. Exactement, toutes ces nouvelles sont bonnes à prendre, il faut regarder de près l'équipement, de près les audiences et voilà, et construire petit à petit ce réseau et cette nouvelle diffusion pour les radios. Très bien, merci François-Xavier Mélon, directeur des médias radio CSA, d'être venu vous exprimer, puis on vous retrouvera tout à l'heure à 14h45 pour cette table ronde sur le DAB+, en Occitanie. Merci beaucoup.